Hey, listen, bro. Listen, bro. Niggas ain't saying, man, that nigga there, woo, woo, woo. And his brother go shoot at us. That nigga brother pull a gun out on Big U, nigga. As-tu déjà assisté à un moment qui a transformé une nuit d'Halloween tranquille dans le South Central de Los Angeles en une véritable confrontation de rue? Cette nuit fatidique, le cœur de la ville s'est arrêté lorsque le fils de Big U, Jabari Baby Wee en lait, a été brutalement assassiné, un acte qui a provoqué une onde de choc de Crenshaw à Compton et a secoué toute la communauté hip-hop. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la tragédie. Un tout nouveau clip vient de sortir, montrant le frère de Nipsey Hussle l'intervenant pour venger le meurtrier de Big U, et les images deviennent déjà virales. Reste dans les parages pendant qu'on décortique les images brutes, la rancune profonde qui les a déclenchées et l'effet domino qui déchire la culture, car il ne s'agit pas simplement d'un nouveau titre, c'est un nouveau chapitre dans une légende qui ne cesse de s'écrire. La nuit du 31 octobre devait être calme dans les rues du South Central. Des enfants en costumes improvisés pour la chasse aux bonbons, le scintillement des lampadaires, le bourdonnement lointain d'une fête de quartier d'été qui s'achève. Pourtant, le frisson qui s'est glissé par les fenêtres entr'ouvertes d'un appartement en sous-sol s'est transformé en une angoisse palpable lorsqu'un appel est arrivé à 23h11 le soir d'Halloween. Les policiers de la division de la 77e rue fonçaient vers le coin de South Figueroa et West 69th, où un magasin de vape appelé Fig & 69 Smoke Spot se trouvait, entouré d'un dédale de liquor store, de garages et de terrains abandonnés. Les Roland les années 60 Crips considéraient ce territoire comme leur maison depuis des décennies, et même si le magasin n'était pas affilié à un gang, il était situé sur un bloc qui avait vu d'innombrables affrontements au fil des ans. Sur les lieux, une berline sombre, une Toyota Camry ou une Honda Accord a ralenti au bord du trottoir. À l'intérieur, une silhouette attendait. De l'autre côté de la rue, Jabari en lait, mesurant 1,83 m et pesant environ 95 bien que la scène fût chaotique, l'effort ne faiblissait pas. Les images vidéo capturées par des comptes anonymes au milieu du chaos seraient plus tard téléchargées sur les réseaux sociaux, transformant une urgence médicale en contenu viral. À midi, un seul extrait, les ambulanciers pratiquant la réanimation sur le garçon qui venait d'être abattu, avaient accumulé plus de 3 millions de vues. L'algorithme ne s'est pas arrêté. Il a servi à un public avide, alimentant un récit qui allait bientôt s'entremêler avec des décennies de conflits non résolus. Les premières images de surveillance provenaient d'une supérette voisine. Les caméras ont capté l'arrivée de la berline, l'échange de coups de feu, et la disparition soudaine du véhicule. La police a assemblé 12 vidéos distinctes, chacune montrant un angle différent des événements de la nuit. Une récompense de 50 000 $ a été annoncée le lendemain par le programme de récompense pour crimes de la ville du Lapt, dans l'espoir qu'un témoin se manifesterait enfin. Pourtant, au 2 novembre, l'affaire restait ouverte, aucune arrestation n'avait été effectuée. La South Bureau Homicide Division poursuivait ses recherches, passant au peigne fin les flux et les images d'entreprise, cherchant un détail qui pourrait faire éclater l'affaire. Le garçon qui avait été emporté n'était pas un dur de la rue ni un criminel. C'était un jeune frère qui avait travaillé dans un entrepôt, déplacé une pile de palettes, puis était allé au magasin de tabac pour voir un ami. C'était un fils qui avait une trajectoire différente, une qui n'impliquait pas la politique des Roland les années 60 ni celle de la grande organisation Crip. Sa mère, une mère dans un petit appartement, se souviendrait plus tard de son sourire, de son rire, de sa présence discrète lorsqu'elle était au milieu d'un conflit familial. Il était le reflet d'innombrables frères de South Central qui veulent rester connectés à leurs racines tout en traçant une nouvelle voie. Une qui rejette la violence qui a marqué leur environnement depuis des générations. 3 frères et sœurs sont restés. Le frère aîné, Diane Anlay, linebacker titulaire des la Chargers, publierait sur Instagram le 1er novembre. La famille Anlay n'était pas définie par l'appartenance à un gang ou la violence. Au contraire, elle était définie par sa quête du mieux, chaque frère et sœur avançant sur une voie qui offrait une chance de rédemption. Mais où était le père lorsque la vie de Jabari a été prise? Eugène Big U Anlay, le célèbre magnate du rap et ancien chef de gang, était derrière les barreaux au Metropolitan Detention Center, au centre-ville de Los Angeles. Il était incarcéré depuis mars, lorsque le gouvernement fédéral avait porté 43 chefs d'accusation de RICO contre lui, l'accusant de diriger une vaste opération mafieuse. L'acte d'accusation était stupéfiant, extorsion, traite d'êtres humains, fraude bancaire, et même avoir commandité l'assassinat d'un rappeur à Vegas. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie avait présenté un dossier qui semblait faire écho à la même violence qui avait coûté la vie à Jabari. Eugène a reçu la nouvelle par des téléphones portables de contrebande, un appel froid qui n'aurait pas pu être plus distant. Un assistant, Loose Cannon, également un dirigeant musical impliqué dans la même affaire RICO, venait de parler à un contact extérieur. Cannon s'est souvenu de ce moment lors d'une interview ultérieure avec TMZ, sa voix tremblante, Big U s'est juste figé. Il n'a pas dit grand-chose au début, les larmes coulant, les poings serrés. Il a murmuré, « Pas mon fils, pas comme ça. »
Le chagrin d'un père, d'un homme qui ne pouvait pas être physiquement présent pour son fils dans ses derniers instants, rappelait à quel point la prison peut priver une famille de l'intimité qui la lie. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, le monde transformait la tragédie en un flot de contenu. 2 heures après le rapport du scanner, une frénésie a éclaté sur les plateformes. Les premiers posts mentionnant Jabari en lait, seulement quelques milliers, ont grimpé à 15 000 en 6 heures. Des hashtags comme Cost Bigenley et Baby en tendance, les mots karma et châtiment divin, utilisés comme un signe de célébration pour certains comptes, ont publié des vidéos explicites qui ont attiré plus de 3 millions de vues avant midi le lendemain. He wanted to leave a bad deal that he'd got into with Big U's unique label. So I signed him to it was signed to a 10-year production contract, which started in Des réels Instagram, des rediffusions de clips provenant de pages de fans de Nipustle, mêlaient des hommages endeuillés à Nip à des accusations selon lesquelles Big U aurait orchestré le meurtre de Jabari. L'algorithme a amplifié le phénomène. Le contenu a atteint 25 millions d'impressions dans le monde entier. La rapidité avec laquelle l'histoire a explosé a mis en évidence la façon dont une tragédie pouvait devenir instantanément du contenu, la spéculation pouvait devenir un fait accepté, et le chagrin des gens pouvait être transformé en divertissement. Le mépris qui montait des rues était enraciné dans des accusations qui hantent Big U depuis des années. En 2019, après la mort de Nipustle le 31 mars, une série de théories du complot a commencé à circuler. Big U aurait prétendument soutenu Eric Holder Jr. Un membre des Roland les années 60 qui a été condamné en 2022 pour avoir tué Nip. Ces allégations, bien qu'elles n'aient jamais été confirmées lors du procès de Holder, ont été répétées par ceux qui estimaient que le système judiciaire n'avait pas rendu justice. En 2021, un extrait de Charleston White a refait surface en ligne, où il affirmait que Big U avait signé Nip dans un accord douteux et laissé le cercle du serpent, une insulte qui impliquait une trahison de la part de quelqu'un proche de Nip. Le clip a repris vie lorsqu'il a été publié le 1er novembre, et en quelques heures, la conversation s'est déplacée vers le fils de Big U, Jabari. Les gens ont commencé à prétendre que l'esprit de Nip se vengeait depuis l'au-delà, que la violence avait bouclé la boucle. Ils utilisaient le mot « karma » comme un insigne d'honneur, suggérant que l'univers punissait Big U pour ses péchés passés. Les récits ne portaient pas seulement sur le meurtre. Ils concernaient une culture plus large de la culpabilité, une culture qui refuse de guérir. Pour ceux qui avaient perdu Nip, pour ceux qui avaient perdu d'autres rappeurs à cause de la violence, pour ceux qui se sentaient trahis par un système qui chérit Shanley, une infirmière à Long Beach, travaillait dans une salle d'urgence qui la voyait chaque jour, et la perte de son frère n'a fait qu'amplifier le sentiment de tragédie dans une ville déjà saturée de chagrin. Les diverses activités de la famille, le sport, la coiffure, les soins infirmiers témoignaient du fait que de nombreuses familles de South Central ne se définissent pas par les rues mais par le travail qu'elles accomplissent, par les rêves qu'elles poursuivent. La police continuait à suivre des pistes. Ils ont récupéré 12 vidéos de surveillance, une provenant d'une laverie voisine, une d'un café, chacune offrant un morceau du puzzle. La récompense, un demi-million de dollars, a été affichée sur le programme de récompense contre le crime du Lapt le 1er novembre. Pourtant, quelques jours plus tard, l'affaire restait ouverte, sans aucune arrestation. Les enquêteurs n'ont cependant pas abandonné. La traque du tireur était toujours active, la recherche d'un mobile se poursuivait, et l'histoire sur les réseaux sociaux n'avait pas encore disparu. Internet était devenu un champ de bataille pour le chagrin et la conspiration. Chaque commentaire, chaque extrait, chaque légende était une couche dans un récit qui se construisait depuis des années. L'algorithme alimentait une histoire qui n'avait jamais existé. Les gens ne faisaient plus leur deuil. Ils célébraient. Ils accusaient. Ils utilisaient une tragédie qui n'avait rien à voir avec Nip ni avec les allégations initiales pour alimenter une nouvelle vague de haine. L'histoire ne portait plus sur un jeune homme mort dans un accident tragique. Elle concernait une communauté incapable de trouver la paix, un père qui ne pouvait être présent pour son fils, et un système qui n'avait pas su rendre justice. Le récit qui émergeait des rues n'était pas porteur d'espoir. C'était une histoire cynique sur un homme mort dont le père avait été accusé d'être complice d'un crime qui lui avait coûté la vie. C'était l'histoire de la façon dont le nom d'un père peut être utilisé pour alimenter un récit que l'Internet est toujours prêt à consommer. C'était le rappel que dans un monde où une seule histoire peut voyager à l'échelle mondiale en un instant, les faits sont souvent le flot d'indignation qui avait éclaté du jour au lendemain était devenu une entité vivante et respirante. Les chiffres sur les réseaux sociaux, des milliers de likes, des dizaines de milliers de commentaires, avaient transformé une perte privée en spectacle public. Dans un monde où chaque défilement déclenche une vague virale, la mort d'un fils sous la garde fédérale ne resta pas silencieuse. Le récit qui s'était construit autour du frère de Nipsey Hussle, sombrant sur la voie de la vengeance contre Big U, était désormais la une de tous les fils d'actualité. Lorsque les dernières images de Canon apparurent, le clip était bien plus qu'une simple affirmation. C'était un symbole. Un frère encadré par le chagrin, prêt à délivrer ce que certains considéraient comme une justice poétique. Internet avait déjà écrit sa propre version de l'histoire, mais les images brutes montraient une autre réalité. Celle d'un homme qui avait déjà assez souffert.
Le fil viral initial qui s'était répandu sur les plateformes avait commencé par une publication énigmatique de Big U sur X. Il avait assisté au lancement de Marathon Clothing, un événement qui, en août 2018, avait également mis en avant Eric Holder, l'homme plus tard condamné pour un autre meurtre. La photo du trio à ce moment-là, prise en juillet 2020, fut réinterprétée après l'exécution de Holder. Elle fut utilisée comme preuve de la fidélité de Big U envers Holder, alimentant les affirmations selon lesquelles il l'aurait soutenu. La publication, qui comptait 50 000 interactions, semblait confirmer un partenariat longtemps supposé mais jamais vérifié. Pourtant, l'histoire qui suivit fut celle d'un homme dont la réputation avait déjà été entamée. En 2023, l'analyse des sentiments révéla une chute brutale des mentions positives liant Big U à Nipsey. Les chiffres racontent une histoire claire. May have been Big U who was using Nipsey's tours as a cover to smuggle drugs to different cities, and this was possibly making Nipsey nervous and looking for ways out. I think Big U was using the tour bus, Nipsey's tour bus. D'une connexion positive de 80% en 2018 à seulement 35% en 2023. Plus de 5000 publications avaient propagé des rumeurs, chaque fil ajoutant une nouvelle couche de dégâts qu'aucun démenti ne pouvait totalement contrer. Le préjudice à l'image de Big U était déjà en marche bien avant les accusations fédérales RICO qui l'atteignirent en 2025. En mars 202, le père, déjà privé de sa liberté, vit son nom traîner dans une mare de boue sans aucun fondement factuel. Tandis qu'Internet célébrait un récit de rétribution karmique, où le frère d'un homme prenant sa revanche était la réponse ultime. La véritable enquête sur le meurtre de Jabari en Laye continuait de rassembler des preuves. Sur le terrain de l'enquête réelle, le LAPD avait examiné 12 vidéos de surveillance capturées la nuit du meurtre. Ils attendent les rapports balistiques et toxicologiques prévus pour le 5 novembre. 2 personnes d'intérêt originaires d'Anglewood ont été initialement détenues puis relâchées après vérification de leur alibi. Le seul indice médico-légal significatif, une correspondance partielle d'ADN avec un affilié ovaire trouvé sur la poignée de porte de la berline, suggère une représaille collatérale. Ce n'est pas la même chose que le récit de représailles qui s'est répandu sur les réseaux sociaux. La note interne du LAPD reconnaît que cette correspondance partielle indique une possible retombée de représailles de la part d'affiliés ovaires, mais cela ne correspond pas au récit que l'Internet alimentait. Le récit qui s'est propagé sur les réseaux sociaux était une histoire de vengeance, devenue virale. Les images du frère de Nipsey Hussle, souvent appelé Nizzy, aperçues sur une caméra de surveillance, debout près d'une berline dont la poignée de porte portait une correspondance partielle avec ovaire, ont suscité des spéculations. La communauté, cependant, a réagi différemment de ce que suggérait Internet. Les gens voyaient un père en deuil derrière les barreaux, un réseau communautaire de maintien de la paix en crise, et une véritable enquête pour meurtre encore incertaine. L'histoire remonte à l'assassinat de Nipsey Hussle en 2019. La réaction de Big U fut immédiate. Il organisa une marche pour l'unité, une cérémonie commémorative et des collectes de fonds conjointes qui ont permis de récolter $200 000 pour les victimes de la fusillade. L'organisation d'investissement communautaire CIA de Big U géra toute la logistique, et l'événement rassembla cette retombée financière personnelle n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'histoire concernait un homme qui avait passé des années à bâtir des initiatives communautaires. Des programmes pour la jeunesse, une équipe de basketball de voyage, un contrat avec Adidas. Il avait investi dans un programme qui aurait pu profiter à des milliers de personnes. La mort de Nipsey, les rumeurs qui ont suivi, et les batailles juridiques subséquentes de Big U se sont toutes combinées pour délégitimer ses efforts. Au premier jour de la conversation en ligne, un fil viral de Vlad TV en août 2020 abordait ces accusations. Big U a dit à un journaliste qu'il avait construit la paix avec Nipsey et ne l'avait pas brisée. Mais dans un écosystème numérique qui récompense la controverse, ces paroles ne pouvaient pas voyager aussi loin. L'algorithme de la plateforme favorisait l'affirmation sensationnelle plutôt que la défense nuancée, un phénomène qui est devenu encore plus prononcé lorsque le monde numérique a dû affronter la mort d'un frère en détention fédérale. Maintenant, le récit prend une nouvelle tournure. Le père, qui est enfermé en détention fédérale et risque potentiellement la prison à vie, se retrouve à lutter contre le chagrin de la perte de son fils, Nipsey, tandis qu'Internet célèbre ce qu'il croit être une rétribution karmique. Internet a amplifié cette tragédie. Le père fait également face à un procès qui a gelé les actifs des maisons de la famille en Laye à Hyde Park, aggravant encore la difficulté. Pendant ce temps, la famille en Laye, déjà confrontée à l'incarcération de Big U et aux conséquences du RICO, coordonne les arrangements funéraires en privé. La commémoration provisoirement prévue pour le 8 novembre reflète une communauté qui préfère un hommage discret et respectueux plutôt que le vacarme d'Internet. Les gens de la communauté voient cela comme un tournant dans leur façon de répondre au deuil. Ils ne veulent plus que leurs histoires soient transformées en contenu consommable d'un simple clic. Au lieu de cela, ils veulent honorer la mémoire d'un frère, et peut-être d'un fils, d'une manière qui ne nourrit pas la machine sensationnaliste.
Internet a fondamentalement changé notre relation au deuil, à la justice et à la vérité. Le récit d'un frère prenant, c'est un homme qui construisait une communauté qui avait investi dans des programmes pour la jeunesse, et qui a perdu ses opportunités à cause de rumeurs infondées. C'était un homme qui avait une vision pour sa communauté, incluant la musique, l'éducation et le sport. Les allégations selon lesquelles il dirigeait une opération de type mafieux sont graves et nécessiteront un examen juridique approfondi. Pourtant, elles surviennent à un moment où la communauté fait déjà face à la perte de Nipsey Hussle et à la mort de son frère, Jabari Hanley. La complexité émotionnelle est élevée. Un homme en garde à vue fédérale, son nom terni par des rumeurs, tandis que sa famille pleure dans le monde réel. L'histoire du père enfermé en détention fédérale et essayant de gérer son chagrin derrière les barreaux est un récit qui touche un public plus large. Cela montre que la capacité d'Internet à créer un récit peut entrer en conflit avec la vie réelle des gens sur le terrain. Le monde en ligne peut qualifier cela de vengeance ou de karma, mais la vérité réelle est bien plus nuancée. L'enquête en cours du LAPT est prudente. Il ne considère pas cela comme un cas de représailles indirectes, au sens où l'Internet le présente. Au lieu de cela, il voit un potentiel de représailles qui découle d'un ensemble complexe d'affiliations de gangs. Ils ont trouvé une correspondance partielle d'ADN avec un affilié ovaire, et l'analyse médico-légale attend les résultats. La loi sur la preuve fera la différence entre le récit de l'Internet et la véritable histoire. You actually knocked Nipsey Hussle out during their fight. First time they first fall out, when they first got Nipsey signed, Nipsey come back, was fall out, they went down, there was a fight, rumble happened. I believe Big U knocked Nipsey out. Black Sam comes out, fires 3. En attendant, le père continue de naviguer dans le système juridique, son histoire personnelle étant un courant sous-jacent dans une mer de drames en ligne. Il essaie de maintenir sa famille à flot tout en faisant face au poids des accusations fédérales. Il tente de conserver la mémoire d'un frère et d'un fils tandis qu'Internet propage une image de vengeance qui n'arrivera peut-être jamais. Le clip viral du frère de Nipsey Hussle est devenu une mise en garde. Il montre que le contenu numérique peut être pris comme un fait par un large public, tandis que la véritable histoire, celle qui implique des enquêtes complexes, des pertes personnelles et des dynamiques communautaires, reste cachée derrière un voile juridique. Ils veulent se souvenir d'un frère qui était plus qu'un nom. Ils veulent comprendre comment la désinformation peut façonner notre perception. Le récit selon lequel un frère se venge est captivant, mais c'est un récit que l'Internet a créé. C'est une histoire qui entre en conflit avec le monde réel. L'enquête sur un meurtre qui est encore en train d'être reconstituée, les batailles juridiques, les conséquences financières personnelles et le deuil de la communauté elle-même. Cette complexité montre comment les plateformes numériques peuvent déformer la vérité. Et cela rappelle que la vérité est une histoire à plusieurs couches, chacune plus complexe que les autres. Ainsi, l'histoire va au-delà d'un simple scénario de vengeance. Elle reflète l'intersection du deuil, de l'activisme communautaire, de la désinformation et des batailles juridiques. Elle montre comment un père en détention fédérale peut voir sa vie s'entremêler avec les récits numériques de la mort de son fils et la réaction de la communauté à cet événement. Dans un monde où le deuil d'un frère est amplifié, on voit le pouvoir et le danger de l'amplification numérique. L'histoire appelle à une compréhension plus profonde de la façon dont l'Internet influence notre vision de la justice et la manière dont nous traitons la tragédie. L'onde d'indignation qui a commencé par une seule vidéo tremblante s'est rapidement étendue bien au-delà des rues étroites du sud de Los Angeles, s'entremêlant dans une vaste tapisserie de commentaires, de partages et d'interprétations. À mesure que le clip se répandait, il est devenu un symbole pour une génération de jeunes hommes aux prises avec la perte, l'injustice et le sentiment que le système leur avait tourné le dos. Pourtant, sous la ferveur numérique, la vérité se dévoilait à un rythme dicté par les enquêtes, les dossiers judiciaires et le travail silencieux et acharné d'un père propulsé dans un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé. Dans les jours qui ont suivi la viralité de la séquence, le père, dont le fils était devenu un emblème tragique de ce que beaucoup ressentaient comme une communauté brisée, s'est retrouvé dans une nouvelle réalité. Il était assis dans une pièce exiguë, éclairée par des néons dans un établissement fédéral, c'était un rappel constant que le récit de la vengeance n'était pas simplement une rumeur. C'était une histoire qui avait captivé l'attention de millions de personnes, et elle exigeait une réponse. L'enquête fédérale avait progressé régulièrement, bien que le rythme semblait désespérément lent pour ceux qui se trouvaient dans sa ligne de mire. L'équipe médico-légale avait recueilli de l'ADN sur la scène du crime, et la première analyse avait révélé une correspondance partielle avec un affilié connu de Hover, un groupe longtemps surveillé pour ses liens avec plusieurs incidents violents. Le fait que cette connexion ait émergé d'une seule correspondance ne confirmait pas encore un mobile ou une chaîne de commandement claire. Cependant, cela renforçait l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé de vendetta personnelle, mais potentiellement d'une partie d'un réseau plus vaste d'activités de gang. Les enquêteurs, prudents face aux conclusions hâtives, soulignaient la nécessité d'un examen approfondi et impartial de chaque élément de preuve avant d'attribuer des étiquettes telles que vengeance ou représailles. Cette position prudente contrastait fortement avec la rapidité des spéculations sur Internet,
qui avait déjà désigné le père comme une figure de la représailles, une histoire qui résonnait chez ceux qui estimaient que la justice était un concept insaisissable. L'équipe juridique du père, dirigée par un avocat reconnu pour son travail dans les affaires de droit civique, continuait de réclamer des éclaircissements. Il soutenait que le récit public, alimenté par des publications virales et des titres sensationnalistes, avait créé une présomption de culpabilité susceptible de compromettre l'équité du procès. La stratégie de l'avocat reposait sur la mise en avant du manque de preuves concrètes reliant directement le père à l'acte qui l'avait conduit en détention fédérale, et sur la démonstration de la manière dont la perception de la communauté avait été façonnée par quelques fragments d'une vidéo sortie de leur contexte. La bataille juridique devenait en quelque sorte une guerre contre le récit déjà né dans l'ère numérique d'Internet, une guerre qui exigeait non seulement des arguments devant le tribunal, mais aussi un effort concerté pour sensibiliser le public à la distinction entre preuves et spéculation. Pendant ce temps, la mère de la Savoie portait un message subtil mais puissant. Le chagrin n'a pas besoin d'être distillé en une seule histoire. C'est une tapisserie d'émotions, de souvenirs et d'histoires partagées qui méritent d'être honorées dans toute leur complexité. Elle a averti que réduire la situation à un récit binaire de vengeance ne faisait que renforcer l'aliénation des personnes qui cherchaient une voie vers la guérison. Au même moment, un groupe d'activistes locaux et de journalistes a commencé à enquêter sur le passé du père et les affiliations supposées à des gangs qui étaient cités par le LAPT. Ils ont découvert qu'il avait participé à des programmes de sensibilisation communautaire, travaillé comme mentor dans des initiatives après l'école, et avait longtemps été un fervent défenseur de l'autonomisation des jeunes. L'examen approfondi de son passé a révélé un homme qui avait passé des années au service de son quartier, s'efforçant d'éloigner les jeunes du chemin même qui avait mené à sa propre chute. Les activistes ont soutenu que le récit de la vengeance avait éclipsé ses contributions, transformant un homme dont la vie avait été marquée à la fois par la tragédie et le service en une figure unidimensionnelle.